Il y a deux histoires dans mon histoire. Celle d'un gamin de 15 ans, en 1972, qui lit La longue route de Bernard Moitessier et décide qu'il fera, lui aussi, le tour du monde à la voile en solitaire, en doublant le Cap Horn. Celle d'un marin entrepreneur de 49 ans, en 2006, qui pense qu'il est possible de perpétuer l'œuvre d'Albert Ier, prince de Monaco, que des marins peuvent donc servir l'océanographie sans être scientifiques, qu'à bord de voiliers on peut observer, témoigner, pour aider à la compréhension des causes et conséquences du changement climatique afin de préserver l'océan. Ainsi naît l'expédition océano-scientifique 2016-2017. Les dernières heures avant de larguer les amarres sont une course contre la montre. Partir plusieurs mois seul en mer nécessite d'embarquer vivres et matériels pour faire face à toutes sortes de situations, dont celles qu'il est difficile d'appréhender avant d'être au large. Comment ça va? Ça va bien, ça prend part pour une si belle aventure. Bon vent. Merci monseigneur. Merci. Bon, bonne chance. Merci Pierre. Bah, écoute, je la boirai en pensant à toi à mes 60 ans dans les 60e. L'objectif de l'expédition océano-scientifique est de collecter des données océanographiques à l'interface océan-atmosphère grâce à un matériel unique, l'OSC System, qui fonctionne automatiquement en collecte toutes les 6 secondes, puis en transmission par satellite en temps quasi réel toutes les heures. Dans le tour du monde en solitaire au départ de Monaco au gré des vents dominants, l'expédition océanographique est réalisée sous le 40e parallèle sud, dans les 40e rugissants et les 50e hurlants, sous les 3 grands caps continentaux, Bonne-Espérance en Afrique du Sud, Leeuwin en Australie et le Cap Horn en Amérique du Sud. Retour ensuite à Monaco, soit au total 152 jours de navigation en solo, dont 60 d'expédition océanographique. L'arrivée de la première dépression dans les 40e génère stress et adrénaline. J'ai hâte de savoir si je suis à la hauteur de l'enjeu, si je mérite vraiment le Grand Sud. Je passe du temps à la table à cartes plusieurs fois par 24 heures pour définir la stratégie de navigation, en étroite relation avec Christian Dumar, notre routeur. On met à peu près un petit peu plus d'un verre. De cette fois tout renversé. On mélange bien. On ferme. Une petite pince à linge, comme ça. C'est bien étanche. Voilà, et là on attend à peu près 8 minutes, 8-10 minutes. Après, on mange.
La navigation dans le Grand Sud est rythmée par les dépressions, plus ou moins violentes, qui se succèdent en courant autour de l'Antarctique, sans qu'aucune terre ne s'oppose à l'expression de leur puissance. À chaque nouvelle dépression, ciel bleu, soleil et brise fraîchissante en coups de vent témoignent de la colère de l'océan qui s'amplifie. Puis tout devient gris, couleur dramatique du front froid qui se rapproche et va frapper. La mer grossit, les vagues deviennent pyramidales. Pas de doute, nous sommes effectivement au cœur des 40e rugissants et des 50e hurlants. L'humilité est de rigueur. Le JICOMOPS, une cellule opérationnelle de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, qui parraine notre expédition océano-scientifique, nous a confié la mission de déployer un flotteur NKE de type Argo par 50 degrés sud et 87 degrés de longitude est. C'est un défi important, car nous souhaitons prouver ainsi qu'un voilier est un parfait outil pour déployer des flotteurs de ce type avec une grande précision géographique. Intelligents, ces instruments sophistiqués plongent à près de 2000 mètres, dans une zone où les fosses atteignent 4000 mètres de profondeur, puis ils reviennent à la surface pour émettre par satellite les données collectées dans la colonne d'eau. Défi réussi, nous avons largué ce flotteur juste à l'endroit imposé. Mission accomplie. Deux fois par semaine, je rédige une longue newsletter destinée le lundi aux kids de 7 à 10 ans, le vendredi à tous, petits et grands. Je transmets mes émotions de marin du bout du monde. Des bribes de mon jardin secret s'échappent ainsi vers la terre. Je dors par séquence de 10 minutes à 2 heures d'affilée en fonction des conditions de navigation. Sans chauffage à bord, avec une température de l'eau de mer d'environ 6 degrés et une température de l'air encore inférieure, il est primordial de se coucher tout habillé pour éviter de consommer trop de calories dans cette position statique. Mais lorsque la fatigue est intense, je m'en remets à mon compagnon Sam Sam pour me réveiller. Les principaux paramètres d'observation des composantes du climat sont collectés par l'OSC System. Température, salinité, fluorescence de l'eau de mer de surface, mais également température et humidité de l'air, direction et force du vent, pression atmosphérique. Ces paramètres ont été déterminés par les scientifiques de l'IFREMER, du laboratoire L'Océan du CNRS et de Météo France, qui encadrent le développement du programme océano-scientifique depuis novembre 2006. En complément, je suis chargé de recueillir des échantillons d'eau de mer toutes les 12 heures dans ces zones maritimes inexplorées. Confiés aux chercheurs, ces précieux échantillons offriront des précisions quant à la salinité de l'eau de mer de surface, un paramètre majeur pour estimer les causes et les conséquences du changement climatique. Dans le Pacifique Sud, le bloom, l'éclosion de plancton, est tellement puissante que la vie s'impose partout où l'eau ruisselle et notamment sur le tableau arrière et les gouvernails de l'Océano-Scientifique Explorer. À bord, les taux de fluorescence s'affolent. À terre, les scientifiques sont perplexes. Dans cette partie de la planète entre le 40e et le 60e sud, loin de l'homme, l'océan vit aujourd'hui comme à l'origine des temps. Y naviguer, c'est témoigner de cette vie plus forte que tout,
mais un peu plus fragile chaque jour à cause de l'accélération du dérèglement climatique. Voilà, derrière moi, c'est le Cap Horn. Ça fait 57 jours qu'on a passé le Cap de Bonne-Espérance. On a fait 15 000 milles nautiques pour venir ici et passer donc du Pacifique. On retourne en Atlantique et on va remonter. On a encore une semaine de collecte de données scientifiques, océanographiques, et puis après on met le cap sur Monaco, on rentre à la maison. Alors c'est déjà un peu on peut déjà faire un premier bilan. C'est ce grand sud là, entre les continents africains, australiens, américains et l'Antarctique, c'est vraiment une zone fantastique de liberté. C'est vraiment le sentiment, c'est la liberté. C'est extraordinaire, il y a ça nulle part ailleurs. Je pense que c'est vraiment l'espace de notre planète où on se sent le plus libre. Et puis il y a la vie. En permanence, tout le temps, il y a des oiseaux. Ils sont partout. Et quand on ne voit pas d'oiseaux, on ramasse sur le pont des calmars qui ont été déposés par les vagues, ou du krill, là, ces petites crevettes dont se nourrissent entre autres les baleines. La vie explose partout. Quand on voit une algue, c'est pas une algue, c'est une espèce d'arbre, c'est immense, ça vient de 3000, 3500, 4000 mètres, 4500 mètres de profondeur, ça revient à la surface. Il y a plein de coquillages autour et on se dit cette vie c'est extraordinaire. Et je pense que quand on navigue ici, quand on navigue dans le Grand Sud, en définitive on revient aux origines, on revient comme notre planète devait être il y a des centaines d'années, des milliers, des millions d'années, je ne sais pas. On a ce sentiment-là de revenir aux sources, de revenir aux fondamentaux. C'est vraiment très très fort. Et puis on le voit sur le bateau, sur le tableau arrière, un peu partout sur les safrans. Les algues s'incrustent, se développent à une vitesse extraordinaire. C'est la vie. On sent la vie, on est au contact avec la vie dans ce grand sud de tous les extrêmes. Puis évidemment, c'est la puissance. Waouh! La puissance du vent, la puissance des vagues, on s'est fait coucher plusieurs fois. Ah, on discute pas, hein, c'est paf, ça part et 16 mètres, c'est rikiki, et le marin qui est dedans, c'est encore plus rikiki, quoi. C'est voilà, c'est quelque chose. Et quand le front froid, quand les dépressions, quand le front froid arrive, là, le summum de la dépression, il n'y a plus d'oiseaux, on les voit plus, il n'y a plus d'albatros, il n'y a plus de pétrels, ils sont partis. Et là, ça se déchaîne, quoi. Donc on est vraiment le sentiment d'être dans la main de Dieu, quoi. On est tout petit. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Là, on passe le Cap Horn. Je ne suis pas le premier à passer le Cap Horn, et on a plein qui ont passé le Cap Horn et qui ont fait naufrage un peu après, parce que ça rigole pas ici. Il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a pas de solution. Il faut faire face. Il faut être en harmonie avec l'océan, il faut composer. Et je me sens bien, moi. Je suis bien là. Puis cette beauté. Là, aujourd'hui, c'est tout ciel bleu, on se croirait en Méditerranée au 15 août, quoi. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est les gammes de gris, bien évidemment, il y a les couchers de soleil. Les couchers de soleil, on se demande d'où elles sortent ces couleurs. Et puis on cligne des yeux et ce sont des nouvelles couleurs.
ça va à une vitesse extraordinaire. C'est ça aussi, c'est l'expression de la puissance de ce site. C'est vraiment fou. Puis c'était pas prévu, mais là maintenant, moi je veux témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. C'est pas possible qu'on laisse tout cet espace, tout ce courant circumpolaire antarctique, là, toutes ces zones de mer, d'océan entre l'Afrique, l'Australie et l'Amérique et l'Antarctique. Il faut absolument que ce soit sanctuarisé, qu'on ne puisse plus pêcher, qu'on ne puisse pas forer pour aller chercher je ne sais quel pétrole ou gaz. On a eu des années 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, c'est vraiment les années pillage. L'homme a essayé d'asservir la nature. Dans bien des cas, il a réussi, il a tout détruit. Et là, il faut que le 21e siècle soit le siècle du respect. Le siècle où la vie redémarre, où on n'est plus à essayer de sauver, ce qui existe encore. Et on se dit, il n'y a plus beaucoup d'albatros, c'est pas mal, il y en a encore. Non, les albatros, il faut qu'ils se reproduisent, il faut qu'ils se redéveloppent. Les autres animaux, c'est pareil. Et nous, il faut qu'on respecte. Voilà, le XXe siècle, il faut que ça soit le siècle du respect. Il faut qu'on aide. Jacques-Yves Cousteau a ouvert le chemin. Le prince Albert II de Monaco se bat comme un lion pour défendre l'océan, pour défendre ses zones. Il faut vraiment qu'on lève une armée, et pas une armée silencieuse, une armée de gens comme moi qui ont envie que nos enfants et les enfants de nos enfants vivent dans cet espace extraordinaire, dans cet espace magique. C'est une richesse fantastique. Et l'océan, il faut qu'on le préserve. Donc moi je reviens à terre pour témoigner bien sûr, et puis pour me battre. Je suis ému parce que je passe le Cap Horn, ça veut dire que c'est fini. Je suis bien là. J'ai pas envie de rentrer. Je me sens tellement mieux chez moi là qu'à terre. Rien à foutre à terre. Si, il y a les gens que j'aime et qui m'aiment, c'est pour ça que je chante. Sinon, Alors, passer le Cap Horn, c'est sûr, c'est un but, c'est génial, mais ça veut dire aussi ciao, je m'en vais quoi. Mais je peux pas, je vais revenir. Je peux pas partir. Je vais revenir trouver les albatros, la mer, tout ça. Je croyais que ça allait être gai de passer le Cap Horn, puis je pleure. Il y a des ânes. Je vais revenir. Je vais revenir. À la sortie du Cap Horn, retour en Atlantique. La température de l'eau descend sous les 6 degrés. Nous naviguons une semaine dans la zone des icebergs. La visibilité est nulle. Le danger permanent.
petit temps au programme pour sortir des 40e, la ligne des 40 Sud. Le parallèle des 40 Sud est juste devant nous, là, à peu près à 3 heures de navigation. Donc c'est une immense joie là, de se dire, bon, bah, ça y est, waouh, c'est 10 ans de travail, hein, concevoir, imaginer, concevoir l'OSC système, le développer, développer des prototypes, recommencer, se tromper, avancer, et puis ensuite se dire, bah, ça y est, là, voilà, on est le 2 avril 2017 et on est en train de gagner le pari, on l'a fait. Voilà, c'est génial. Et puis c'était génial aussi, c'est on a un albatros, c'est exactement celui qui est dans la voile. Il est là à 15 mètres. Il est posé et il regarde Bougalou passer. Voilà, c'est le Grand Sud. L'Institut océanographique, le musée océanographique, mais aussi le centre scientifique de Monaco, la Fondation Prince Albert II et bien sûr le Yacht Club de Monaco ont soutenu Yvan Griboval dans son aventure. Et très rapidement, Bernard d'Alessandri, moi-même avons été séduits par le projet et par la personnalité d'Yvan Griboval et nous avons décidé de le soutenir. Ce tour du monde avec expérience scientifique que vient de conclure Yvan Griboval ici, aujourd'hui en arrivant au ponton du Yacht Club de Monaco, c'est d'abord une aventure extraordinaire. Il a vraiment accompli le rêve de sa vie, je pense, de navigateur. Il y a peu d'études qui ont été faites dans différentes parties du monde et on manque de données sur cette question particulière. Et donc c'est formidable que Yvan ait voulu faire cela et ait voulu qu'il y ait une finalité scientifique à ce tour du monde. Et on est très heureux et très fiers qu'il ait choisi de partir de Monaco et de revenir ici à Monaco. Et sa volonté aussi de se nourrir des réflexions et des pensées du prince Albert Ier, mon arrière-arrière-grand-père, dans son livre « La carrière d'un navigateur » qu'il a amené avec lui à bord. Je crois, pour moi, une belle illustration de la continuité de cet esprit d'aventure, de recherche de la vérité scientifique et aussi de la volonté de protéger et de mieux comprendre et ainsi de mieux protéger nos mers et nos océans. La photo qui restera, c'est la photo de l'Albatros. J'ai passé des heures et des heures à comprendre comment il vole, parce que c'est très compliqué le vol de l'Albatros, parce que dans sa circonvolution, il y a un moment où on ne comprend pas comment il reste en l'air. Il défie les lois de la pesanteur, il est dans une position absolument incroyable. Et je voulais la photographier, j'ai réussi à la photographier, et c'est pour moi la photo la plus forte, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit que là-bas. Et il faut être vraiment en osmose avec l'environnement, il faut être en osmose avec l'océan pour le voir, pour le vivre. Donc c'est pour moi l'image la plus forte. Quand j'arrive à Monaco, je ne me rends pas compte de ce que j'ai vécu. Il va falloir que je digère, c'est le terme, parce que ça a été trop fort. C'est extraordinaire. Sous le 40e parallèle sud, on est en contact avec la vie et avec la mort aussi d'une façon extraordinaire, dans le sens où on est un animal parmi les oiseaux, parmi les cétacés. On a vraiment le sentiment d'être revenu plusieurs centaines d'années ou plusieurs milliers d'années en arrière, c'est-à-dire d'être vraiment aux origines
de la vie sur notre planète. Et c'est pour ça que je suis revenu avec cette énorme volonté de tout faire pour préserver cette bande entre le 40e et le 60e sud, tout le circum polaire antarctique, parce que c'est, je pense, le dernier endroit vraiment authentique qui reste sur la planète. C'est fini, quoi. On n'a plus rien. Donc cette partie-là, il faut qu'on la sauve. What has he got, if not himself?